1837. La navette américaine comme si vous y étiez, le récit d'un cosmonaute. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer le journal par le tennis pour saluer avec quelques trémolos chauvins dans la voix la performance de Yannick Noah qui a fini par se débarrasser de Guillermo Vilas et accédera donc au quart de finale. Il rencontrera Petchi demain. Vous savez qu'hier le match avait été interrompu alors que Noah menait 2-7-1. Les deux hommes étaient à 3 partout dans le 4e set. Et bien tout à l'heure, il n'a fallu qu'un quart d'heure aux Français pour conclure. Pourvu qu'il ait bien dormi. Telle était la phrase la plus courue ce matin autour du central lorsque Yannick Noah s'est présenté. Mais regardez, Noah est à 2 points du 7. Remarquable, Noah à terre est sauvé par le filet. Balle de 7 pour le Français sur le service de Guillermo Vilas. Jeu 7 et match, Yannick Noah exulte. Il remporte ici la plus belle partie de sa jeune carrière aux dépens de l'Argentin Guillermo Vilas, numéro 6 mondial. 6-2, 6-3, 5-7, 6-4. Qualifié pour les quarts de finale, Noah sera dès demain opposé au Paraguayen Victor Picchi, finaliste du tournoi en 79, face à Borg, on s'en souvient. J'avais déjà perdu 4 fois auparavant contre lui, dont une fois ici. Et ça avait été à chaque fois difficile. Je pense que je m'étais un peu trop cantonné sur un jeu à fond du court. Là, j'ai attaqué et j'ai joué mon jeu. Et je pense que c'est la meilleure façon, en fait, pour moi, c'est d'essayer d'imposer mon jeu qui est un jeu d'attaque. C'est toujours très bon de remporter un match comme ça, de cette importance à Roland-Garros devant son public et de jouer en plus à un tel niveau et ça me fait doublement plaisir. Et, le fait d'avoir mon père comme ça sur le court alors que c'est la première fois qu'il assiste à un de mes matchs, il est arrivé l'autre jour du Cameroun sans me prévenir, ça m'a vraiment donné envie de lui montrer ce que je savais faire et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir gagner comme ça, non seulement devant le public mais devant ma famille, devant tous mes amis. Et un mot pour résumer Noah? Eh bien, la réussite, la chance et enfin tout va bien, la confiance. Voilà, autre qualifié de la journée, McEnroe qui a battu Ikaza 6-3, 6-4, 6-4. Après cet apéritif sportif, nous entrons dans le plat de résistance avec la politique. Depuis ce matin, 0 heure, la campagne des législatives est ouverte officiellement. Elle ne commencera à la radio et à la télévision que mercredi, mais d'ores et déjà, on connaît le nom de tous les candidats. Ils étaient 4300 en 78, ils ne sont cette année que 2700. Alors Paul Amar, il faudrait que vous nous rappeliez d'abord la composition de l'Assemblée sortante. Oui, en 4 chiffres si vous voulez, 155 députés sortants RPR et apparentés, 118 députés sortants UDF et apparentés, 15 non inscrits, 117 socialistes et apparentés, enfin 86 députés sortants communistes. Alors si on applique, disons, la projection du résultat du 10 mai, c'est-à-dire 51,8% pour François Mitterrand, qu'est-ce que ça donne en circonscription? Je crois qu'il serait présomptueux de faire une telle projection à 2 semaines du premier tour des législatives. Il faut dire que le service informatique de l'Assemblée nationale a fait cette projection et a déduit, d'après l'analyse des résultats du deuxième tour, a déduit que la gauche emporterait cette élection législative avec 270 sièges à l'Assemblée nationale. Mais cette projection a été contestée par de nombreux experts politiques pour plusieurs raisons. Le 10 mai 81, de nombreux Français qui avaient voté par exemple pour Jacques Chirac au premier tour ont voté pour François Mitterrand. Et les électeurs communistes, certains d'entre eux avaient déjà voté pour François Mitterrand au premier tour, les électeurs communistes ont voté massivement pour François Mitterrand le 10 mai 81 et ont contribué à sa victoire. Eh bien il est probable, il est même possible que ces électeurs retrouvent leur famille d'origine à l'occasion de cette élection législative. Il est donc trop tôt pour faire une sérieuse projection, encore une fois. Restons prudents, mais ce qui semble sûr, c'est que le Parti socialiste va gagner des voix
et sans doute des sièges. Les sondages publiés notamment par Le Point et réalisés par l'IFOP donnent au Parti socialiste 36% des intentions de vote, ce qui constituerait un bond considérable de 10 points par exemple par rapport à l'élection de 78. Et ce qu'on peut dire, c'est que par exemple, en 81, donc le 10 mai dernier, il y a un certain nombre de circonscriptions qui étaient tenues par des députés de la majorité qui ont été remportées par François Mitterrand. Effectivement, et ces circonscriptions seront des circonscriptions test. Le meilleur moyen de le savoir, c'est de montrer cette carte qui a été partagée en départements. Département couleur orange, couleur plus vive, emporté par François Mitterrand le 10 mai. Département couleur plus sombre par Valéry Giscard d'Estaing le 10 mai dernier. Eh bien, François Mitterrand, il a été impossible de partager cette carte en circonscription. Cela ferait 491 et elle aurait été noircie. Alors, ce qui est sûr, c'est que le 10 mai dernier, François Mitterrand a devancé Valéry Giscard d'Estaing dans 308 circonscriptions, 308 sur 491. Et sur ces 308 circonscriptions, il y en a 110 qui étaient détenues par l'ancienne majorité, par le RPR et l'UDF, autrement dit qui ont été emportées en 78 par des députés RPR ou UDF. Alors ce qui sera intéressant... Il y a l'effet inverse aussi, mais dans une beaucoup moins grande importance. Je crois qu'il n'y a que 4 circonscriptions qui ont voté Giscard d'Estaing et qui étaient tenues par un député de l'opposition. Effectivement. Alors dans ces 110 circonscriptions, emportées par François Mitterrand le 10 mai, il y aura donc des circonscriptions très intéressantes que l'on va suivre le 14 et 21 juin prochain, comme les Hautes-Alpes, où Pierre-Bernard Raymond avait emporté, l'ancien ministre, avait emporté les législatives de 78 et où François Mitterrand est arrivé en tête le 10 mai. C'est le cas également du Cher, avec Jean-François Deniau, l'ancien ministre. François Mitterrand est également arrivé en tête. C'est le cas de l'Aube, avec Robert Gallet, qui devra défendre chèrement son siège. C'est le cas de Lyon, circonscription de Jean-Pierre Soisson, l'ancien ministre, où François Mitterrand est également arrivé en tête le 10 mai. C'est le cas enfin de la Côte d'Or, où Robert Poujade et Jean-Philippe Lecal, l'ancien ministre, devront défendre également leur siège. François Mitterrand a devancé Valéry Giscard d'Estaing dans leur circonscription le 10 mai dernier. Voilà donc 110 circonscriptions tests qu'il sera intéressant de suivre le 14 et 21 juin. Et puis il y aura quelques beaux duels qu'il faut peut-être annoncer maintenant. En tout cas, on les verra dans les reportages qu'on va faire dans les circonscriptions. Oui, on les verra et on les suivra. Duels les plus fréquents entre la majorité présidentielle et la nouvelle opposition. Duel à Paris, par exemple, dans le 18e arrondissement, double duel entre d'une part Lionel Jospin, le patron du Parti Socialiste, et Jean-Pierre Bloch, entre Claude Estier, l'un des dirigeants du Parti Socialiste, et Roger Chinot, le président du groupe parlementaire UDF, de l'ancien groupe parlementaire UDF. Duel également entre le Parti communiste et le Parti Socialiste le plus spectaculaire, Nicole Questiot, le ministre de la Solidarité, et Gisèle Moreau, l'un des dirigeants du Parti communiste. Duel aussi au sein de l'UNM, l'Union pour la nouvelle majorité, entre par exemple dans les Alpes-Maritimes Hervé de Charette et le gaulliste Emmanuel Aubert. Voilà tous les duels que l'on suivra et qu'il sera intéressant de suivre les 14 et 21 juin. Voilà, et puisqu'on parle des femmes, il faut dire que Gisèle Halimi, finalement, après avoir été vue dans le Loiret, ira dans l'Isère, je crois. À Voiron. C'est ça, là où se tenait donc Jacques-Antoine Gault, qui est décédé la semaine dernière. Et j'ajoute que le PC a fait un effort du côté des femmes candidats. Elles seront 177, dont 64 titulaires et 113 suppléantes. Ça représente à peu près 19% des candidats. Deuxième tour de piste pour les syndicats. Aujourd'hui, les mêmes acteurs que mardi à l'Élysée, mais un maître de cérémonie différent, Pierre Mauroy, le Premier ministre, et non plus François Mitterrand. À la veille de la consultation de la Commission supérieure de la convention collective pour parler du SMIC et à l'avant-veille d'un conseil des ministres important en matière de mesures sociales, cette concertation était intéressante. C'est Alain Doubeski qui était toute la journée à l'hôtel Matignon. Entrevue qualifiée de positive, parfois même avec un brin d'euphorie, c'est dans cet état d'esprit que ressortaient la plupart des délégations syndicales, qu'elles soient ouvrières, qu'elles soient de l'éducation nationale ou qu'elles soient des PME. Il faut dire que M. Pierre Mauroy avait bien fait les choses. En effet, il recevait chaque délégation au moins 1h30 chacune. À leur sortie, donc, le sourire, des espoirs, des promesses. Pour M. Segui, une ère de négociation s'ouvre sur le SMIC, mais aussi sur les congés. Cette séance de travail s'est traduite par un certain nombre de perspectives concrètes en matière de réduction de la durée du travail. 5e semaine de congé, dont on peut penser qu'elle sera acquise avant la fin de cette année. 5e équipe pour permettre l'allègement de la peine des travailleurs qui effectuent leur profession dans les branches professionnelles particulièrement pénibles, et ainsi que pour les perspectives de la réduction de l'âge ouvrant droit à la retraite. Le Premier ministre nous a informé, nous a proposé une discussion pour la semaine prochaine sur la durée du travail. En fait, une réunion tripartite avec le patronat, les organisations syndicales et le Premier ministre, de façon à lancer une négociation
paritaire, mais sur indication ferme du gouvernement, une négociation entre le patronat et les syndicats pour aller vers les 35 heures. Avec M. Guy Georges, qui conduisait la délégation de la Fédération de l'éducation nationale, l'accent était mis sur la formation des jeunes. Nous sommes réjouis que très rapidement, c'est-à-dire début juillet, un groupe de travail soit constitué sous l'autorité de M. Schwartz, je crois, qui sera chargé de réfléchir aux problèmes non seulement de l'emploi des jeunes, qui est un peu comme l'iceberg, la partie que l'on voit, mais aussi des problèmes de formation professionnelle initiale des jeunes. Concernant les petites et moyennes entreprises, le gouvernement s'est engagé vis-à-vis de M. Bernasconi, organiser 1, 2 ou 3 fois par an des tables rondes pour faire le point. Le patron des PME a mis en garde le nouveau gouvernement. Les petites et moyennes entreprises ne peuvent subir aucune charge supplémentaire. Fin de citation. Fin des rendez-vous du Premier ministre, tout au moins pour aujourd'hui, avec l'arrivée de M. François Sirac, le président du Centre national du patronat français. Il a mis en garde le nouveau gouvernement contre l'aggravation des charges sociales et fiscales. Il n'y a pas de progrès social solide et sérieux en dehors de celui que peut payer l'augmentation de la productivité. Et c'est le problème essentiel sur lequel nous avons tenu à appeler l'attention du chef du gouvernement. La bourse a beaucoup chuté aujourd'hui, moins 3,6% en 2 heures. C'est le plus vif recul depuis le 15 mai. Apparemment, les sondages qui donnent une large avance à la gauche, nous l'avons dit avec Paul Amar, ils sont pour quelque chose. En revanche, le franc français a bien résisté. Le dollar est désormais à 5,53 francs. Un conflit qui se règle, celui des pilotes et de la direction d'Air France. Les pilotes ont en effet accepté un équipage à 2 et non pas à 3, comme ils le souhaitaient dans un premier temps, sur les Boeing 737. Cela va permettre à la compagnie nationale d'acheter ces appareils auxquels elle avait renoncé de ce fait. François Cornet. C'est avec 4 ans de retard sur ses prévisions qu'Air France va commander à Boeing 16 machines, 14 pour ses besoins propres et 2 pour sa filiale Air Charter International. Ces 737 biréacteurs court-courrier, actuellement en construction aux États-Unis, devraient entrer en service sur les lignes de la compagnie en juin 82 et mai 83. La commande s'élèvera à près d'1,5 milliard de francs. Le syndicat national des pilotes de ligne s'opposait jusqu'à ce jour à l'achat des 737 pour remplacer les caravelles. Motif, le mécanicien était exclu du cockpit grâce à l'automatisation. Une polémique qui avait amené la compagnie nationale à renoncer en 1978 à l'achat des 737 à cause de l'intransigeance de ses pilotes. D'où une perte de plus de 30 000 heures de vol pour Air France sur son réseau moyen courrier, heures récupérées par les compagnies étrangères. Le SNPL déclare aujourd'hui qu'il accepte le pilotage à 2 pour ne pas défavoriser Air France. Chez Boeing, les pilotes des autres compagnies se sont familiarisés depuis longtemps avec les nouveaux cockpits. 2737 volent actuellement avec 2 pilotes à bord sans présenter de danger particulier. Les Français, eux, auront attendu 3 ans pour accepter. Le chômage de 200 jeunes pilotes sans affectation après leur formation a sans doute pesé lourd dans la décision du SNPL. Mais pendant ce temps, Air France a perdu le 10e de son trafic moyen courrier. Les navigants techniques ont en fait compris que la baisse du trafic d'Air France allait entraîner de graves répercussions sur l'emploi, même pour les pilotes en place. De son côté, Louis Mermaz, le ministre des Transports, déclare qu'il n'est pas opposé à l'achat des appareils américains. Air France souligne toutefois que l'arrivée des 737 doit être compatible avec certaines exigences financières. Une nouvelle loi d'orientation agricole pourrait être votée en 82, c'est ce qu'estime dans la Nouvelle République le ministre de l'Agriculture, Édith Cresson. Plus de 3 ans après l'assassinat d'Henri Curiel, le gouvernement vient de rendre public un avis jusqu'alors secret de la commission de recours des réfugiés et apatrides, un avis qui estime sans fondement les accusations portées contre Henri Curiel. On avait dit alors qu'il avait participé à l'animation d'un réseau à l'origine de nombreux actes de terrorisme. Autre dossier très contesté et qui lui aussi est allé en justice, l'affaire Forisson, cet universitaire qui conteste l'existence des chambres à gaz dans les camps de concentration nazis et qui était poursuivi aujourd'hui par la LICRA devant la première chambre du tribunal civil de Paris. Paul Lefebvre. Robert Forisson, 52 ans, maître de conférence à Lyon et surtout auteur d'un ouvrage, Mémoire en défense. Dans ce livre et dans l'ensemble de ses articles, Robert Forisson s'entête à nier l'extermination des Juifs dans les chambres à gaz des camps nazis. Cette théorie l'amène à réfuter ce qui apparaît être d'évidence comme une vérité historique, d'autant qu'un certain nombre de témoins survivants ont payé cher le droit aujourd'hui de ne pas laisser contester leur témoignage. Robert Forisson, depuis 20 ans, attaque en faux ces récits
Aujourd'hui, il est traduit en justice par la LICRA et quelques associations d'anciens déportés, en parallèle d'ailleurs à d'autres procès devant la 17e chambre correctionnelle de Paris. Devant Forisson et ses thèses, il y a deux hypothèses possibles, deux attitudes possibles, ou le considérer comme un doux fou de l'histoire, mais il n'aime pas cela, ou prendre l'affaire au sérieux et faire sanctionner par la justice des recherches qui, sous le couvert de l'histoire, débouchent sur une banalisation du nazisme. Peut-être finalement, ce procès est-il trop grand pour ce petit homme, dont on se demande des raisons profondes, c'est-à-dire l'intérêt, sinon le plaisir, qu'il a à gommer des silhouettes qu'on a vues disparaître dans la nuit et le brouillard. Un message du président Mitterrand à Fidel Castro. Le chef de l'État célèbre l'amitié qui peut être renforcée, dit-il, entre la France et Cuba. L'UDF Michel Pinton s'étonne de la complaisance de François Mitterrand envers Fidel Castro. Bangladesh, la situation est redevenue normale, la rébellion a pris fin, les auteurs de l'assassinat du président Zia se sont enfuis de Chittagong. Les Français résidant là-bas n'ont pas été inquiétés, fait savoir le Quai d'Orsay. Assassinat du représentant de l'OLP à Bruxelles, M. Naïm Kader. Il a été touché de 5 balles de gros calibre et il a succombé très rapidement à ses blessures. C'est lui que vous voyez actuellement. L'OLP a accusé les services secrets israéliens. À Paris, à l'ambassade d'Israël, on hausse les épaules. Ce sont les différents mouvements palestiniens qui s'entretuent, dit-on. Georges Bourtely a rencontré Ibrahim Sous, représentant de l'OLP en France, dont les 2 prédécesseurs ont été tués dans de pareils attentats. Je suis profondément indigné et choqué par ce lâche assassinat. Naïm était un ami de longue date, il était un grand militant de la cause palestinienne et précisément il était chez moi, dans mon bureau il y a 5 jours et on avait discuté des problèmes de sécurité. Quel est l'avenir du bureau de l'OLP à Paris ? Je pense que la situation demeurera telle qu'elle est. Le bureau gardera le même statut qu'il a. Et je dois dire que je suis très optimiste, car la politique française est maintenant certainement consciente de plus en plus des nécessités de la recherche d'une solution politique au problème palestinien. Et le message qu'a envoyé le président François Mitterrand au président Yasser Arafat pour le remercier de son message était un geste qui était fort apprécié à la direction de l'OLP. Le gouvernement français a, je cite, déploré profondément l'assassinat de M. Kader. Le ministre des Relations extérieures, Claude Cheysson, qui était en poste à Bruxelles, le connaissait bien. La crise italienne, rien de neuf aujourd'hui, tout dépend maintenant des socialistes qui ont rencontré ce matin Arnaldo Forlani, le président du Conseil, est pressenti pour former un nouveau cabinet. Liban, lourd bilan pour les violents bombardements qui ont touché hier la capitale, 18 morts et 270 blessés dans les 2 secteurs de la capitale. C'était dimanche, il y avait beaucoup de monde au bord de la mer et les obus sont tombés dans des établissements balnéaires. Il y a eu un début de panique hier, mais ce matin, tous les Libanais sont allés à leur travail. L'aviation israélienne a survolé Beyrouth et on a appris qu'il y aurait une nouvelle mission pour M. Habib, l'envoyé spécial du président Reagan au Proche-Orient. Avant de se rendre jeudi aux États-Unis, Claude Cheysson va effectuer demain à Bonn son premier déplacement à l'étranger. Il était intéressant de savoir ce que pensaient les Allemands de cette fameuse tentation neutraliste dont on parle beaucoup en ce moment. Michel Meyer a donc interrogé nos voisins. L'armée allemande qui présente ses jeunes recrues sous les huées des pacifistes, antimilitaristes et autres allergiques à la chose militaire. Cela s'est passé il y a quelques 6 mois à peine à Bonn. Le ministre de la Défense en était pétrifié et le monde politique découvrait, en feignant de ne pas y croire, que la Bundeswehr n'était plus l'enfant chéri de la nation. Et puis, de quelle nation peut-il s'agir dans une Allemagne écartelée entre l'Est et l'Ouest ? Un comble en tout cas, c'est sous la protection de 2000 policiers que l'armée allemande a pu sacrifier à des rites abhorrés par une minorité de jeunes Allemands, une minorité qui est souvent soutenue par les églises, les intellectuels et les ailes gauches des partis au pouvoir. 2 mois plus tôt, des manifestants avaient encore été plus loin dans leur refus de tout cérémonial militaire public. C'était à Brême. Il y avait eu jets de pavés, de boulons d'acier. De part et d'autre, des centaines de blessés graves.
Dans l'intervalle, la violence a disparu de l'arsenal politique des pacifistes et c'est sûrement parce que leur cause trouve de plus en plus d'écho dans une jeunesse qui est contre la course aux armements et par exemple l'installation en Allemagne de fusées américaines pour contrebalancer l'existence des SS-20 soviétiques braqués sur l'Europe de l'Ouest. Plutôt rouge que mort, le vieux slogan pacifiste et neutraliste des années 50 a retrouvé du service. Face aux défis militaires soviétiques, les émotions et les angoisses ont déjà vaincu l'esprit d'analyse. Le tout s'accompagnant d'un anti-américanisme à peine larvé, on comprend que Helmut Schmidt est menacé de démissionner si ces courants gagnaient encore du terrain au sein même de son propre parti. Pour l'heure, ce sont donc les leaders de son opposition qui fustigent tout haut un pacifisme que Helmut Schmidt juge tout bas, bien entendu, naïf et irresponsable dans la mesure où il fait le jeu de Moscou. Et je compare ça avec la situation en France dans les années 30, 35, 7. Et les dangers sont exactement les mêmes. L'esprit de Munich. L'esprit de Munich, c'est ça. Sport, je ne reviens pas sur la belle victoire de Noah face à Villas en tennis, 6-4 ce matin au 4e set, ni sur celle de McEnroe en 3-7 face à Ikaza. Mais nous allons en revanche approfondir celle de Bernard Hinault, qui a vraiment fait la loi dans le Dauphiné libéré, qui apparemment se prépare à un grand Tour de France. Olivier Rey. Après sa victoire dans ce Dauphiné, on ne voit pas comment, dans le Tour, Hinault pourrait laisser la victoire à quelqu'un d'autre. Le champion du monde a en effet survolé le Dauphiné. La preuve, le deuxième au classement Alban termine à plus de 8 minutes. Zotemet, le dernier vainqueur du Tour, à plus de 50 minutes. Aujourd'hui encore, Hinault a mis un point d'honneur à remporter la dernière étape de ce Dauphiné à Avignon. Prochain objectif d'Hinault, le Tour, comme il l'a confié à Pierre Falbian. Ils ne se sont pas gênés pour gagner beaucoup de courses et pour gagner beaucoup de classements. Alors je crois que c'est chacun son tour. Apparemment, vous choisissez vos objectifs. Alors quels sont-ils maintenant, à partir d'un exploit comme celui-ci, jusqu'à la fin de la saison? Je crois qu'il reste le Tour de France dans 3 semaines et c'est quand même assez important pour moi. Ouais. Comme vous avez couru le Dauphiné, c'est un Tour de France que vous allez gagner sur une jambe? Je crois que l'an dernier, on avait dit c'est pareil, j'ai fini sur une jambe, mais j'ai pas fini le Tour non plus. Donc alors, il faut pas dire ça. Voilà, à ce stade du journal, un long document exclusif que nous a obtenu Georges Leclerc. Il s'agit d'un carnet de voyage tout à fait passionnant, réalisé par les astronautes Young et Crippen lors de leur performance dans la navette spatiale Columbia. Voici donc ces diapositives de vacances, ce film qu'ils ont eux-mêmes réalisé et commenté. Vous verrez, il y a tout à la fois beaucoup d'humour et beaucoup d'émotion dans ce reportage. On se sentait tout seul là-haut. Voici l'allumage filmé au ralenti des 3 moteurs principaux. Il y avait très peu de vibrations dans la cabine de pilotage. Les instruments étaient un peu flous, mais on pouvait quand même tout lire. Regarde-moi ça monter. Ça, c'est près de la cabine. Et on voit comment ça bouge. Ça, c'est un ralenti de l'explosion des fixations, de l'allumage des fusées d'appoint. Il y a beaucoup de vapeur d'eau pour refroidir un peu, mais ça n'a pas marché très bien. Encore une fois, ça c'est de la photo à très haute vitesse. Il y a 2 secousses et on a commencé à monter très lentement. Ça c'est vraiment beau. Regarde ce décollage. Ça monte beaucoup plus vite que ça en réalité. On voit à quel point ça passe près de la tour. Vous savez, ça nous a beaucoup inquiétés. On s'attendait à un bon coup de pied au cul là. Voilà ce qu'on voyait de la fenêtre de John. Ça c'est la tour qui défile. Le décollage a été très doux, très peu de vibrations. Voilà le programme de rotation qui se met en marche et on commence à partir au-dessus de l'océan. Le niveau de vibration nous permet encore de voir les instruments, à peu près 10 cycles secondes. Voilà le programme de roulis, c'est vraiment très très beau. C'est formidable. On voit l'accélération, on est très près de passer le mur du son. On monte presque à la verticale. C'est ce qu'on m'avait dit qui allait se passer, mais on n'y croyait pas tellement. Là, on se redresse un peu, on voyait des débris qui se détachaient de l'avant et qui frappaient le pare-brise. Ça passait au-dessus. On ne savait pas très bien ce que c'était, on pensait que c'était de la glace ou du savon. Enfin, ça venait du réservoir extérieur. Le panache fait environ 250 mètres de long. On le voit mieux d'ici.
disons 250 mètres de long, à peu près 50 mètres de large. C'est vraiment impressionnant. Heureusement que nous ne pouvions pas le voir. Heureusement qu'il n'y avait pas de rétroviseur. Dans la phase transsonique, on se marrait bien. Voici une prise à partir d'une caméra placée dans la navette. On voit la séparation d'une fusée d'appoint. C'est pas chouette ça? Et maintenant, on le voit la même chose de l'intérieur de la cabine. Là, on voit un grand éclair passer devant le hublot. Ça, on n'a jamais vu, mais ça, c'est une prise faite au télescope depuis la Terre. C'est beau, hein? Tout ce qu'on a vu à bord, c'était l'éclair et le signal que les fusées étaient bien larguées. Ici, on était à moins d'1 G après la séparation et ça marchait comme sur des roulettes. Là, on voit des particules qui passent à côté du hublot de John, des trucs blancs. C'est des genres de choses qu'on voyait pendant tout le voyage. Ici, c'est le réservoir extérieur qui se sépare. C'est vraiment magnifique. Les trucs blancs que vous voyez sont des morceaux de glace venant de l'hydrogène liquide. Voilà l'attache et la plaque qui tient le cordon ombilical. Comme vous le voyez, c'est tout noir. C'est comme ça que ça doit marcher en principe. Ça chauffe beaucoup, ça brûle, ça noircit. Ça a vraiment marché. Et on voit à peu près la même chose qui se passe vers l'avant. Il y a une soupape qui devait faire culbuter le réservoir, ça n'a pas marché, et du coup on a eu une meilleure vue du réservoir. Vous voyez que le nez noircit aussi. On a l'impression qu'il y a de l'isolation thermique qui est restée collée dessus. C'est un peu métallique. On n'en est pas sûr, on est toujours en train de faire des analyses. Ici, je crois qu'on est en train de quitter le siège. En apesanteur, tous ces mouvements sont beaucoup plus faciles que sur Terre. Beaucoup plus faciles. Ici, je range mon casque et mes gants dans un sac. Il y a toutes sortes de raccords sur la combinaison, mais en état d'apesanteur, il n'y a vraiment pas de problème. Là, on va vite, mais pas aussi vite que ça. Et ici, on se retourne pour la première fois. Là, on se retourne une deuxième fois, à plus de 18 fois la vitesse du son. Il y a 2 clichés par seconde, ce qui veut dire qu'on se déplace 6 fois moins vite que vous ne voyez ici. Peut-être 12 fois moins vite. Voilà, Mach 18,5, on voit défiler les nuages à toute vitesse. C'est à peu près comme ça, mais pas aussi vite. Voilà le prochain retournement à Mach 9,8. Voilà. On a fait ça un peu plus lentement. Et nous voilà à Mach 4,8, on se retourne et on voit la ville de Bakersfield. On traverse une autre ville. La navette s'aligne, on est à environ 27 000 mètres. Et si on passe à la photographie à 2 fois la vitesse normale, vous voyez que ça a beaucoup ralenti. On commence l'approche. On ne peut pas encore voir très bien la piste. Il y a des voyants lumineux qui indiquent l'angle d'approche. Nous sommes aussi guidés par un système d'atterrissage radio à micro-ondes. Tous les chiffres étaient parfaits, on savait exactement où on était. Voilà un avion d'accompagnement qui passe en dessous pour prendre des photos et voir s'il manquait des tuiles. On pensait peut-être en trouver dans le désert, en bas. Ils sont en train de chercher maintenant. On commence à se redresser. Il y a 3 avions, on commence à voir le 3e maintenant. Nous planons à un angle de 20 degrés, ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire autrement que de tomber au bon endroit. Voilà le train qui sort. Vraiment, ça a été vite, beaucoup plus vite qu'on ne pensait. On voit des marques noires maintenant au sol qui s'approchent. C'est là où on est censé toucher le sol. Nous voilà, quel engin! On ne savait pas qu'il fallait se poser exactement à ce point-là. Voilà, ça, vous l'aviez vécu en direct sur Antenne 2 et je crois que ce document était vraiment assez extraordinaire.
Puis tout ça nous donne envie de savoir ce qui va se passer dans le ciel demain, donc la météo, Alain Gillot-Pitré. Et moi j'ai cette chance, je vais dans les nuages tous les jours, mais je reste sur Terre. Pour demain, eh bien, un temps diabolo-mans, ce qui signifie qu'il va falloir que vous vous rafraîchissiez demain, car il va faire encore chaud. Comme aujourd'hui à 14h, voici les températures élevées par la météo, comme vous le constatez, largement au-dessus de 20 degrés, 29 à Biarritz, 27 à Strasbourg, 23 à Paris, à 17 à Brest, mais il y avait un coup de tonnerre, il y avait un orage, donc évidemment c'était le tonnerre de Brest, je l'ai dit. La prévision pour demain, région par région, très simple. Temps extrêmement lourd, chaud, humide, orageux sur la majeure partie de la France, mais il vaut mieux avoir très chaud que froid comme la dernière fois, comme la semaine dernière. Orageux donc avec de forts passages nuageux donnant de la pluie sous les orages, avec des rafales de vent. Et puis bien entendu, des éclaircies un peu partout, surtout dans l'ouest. Les températures comme aujourd'hui, du nord au sud du pays, de Lille à Perpignan, comme vous le constatez pour demain, le matin, largement au-dessus de 10 degrés, et l'après-midi, largement au-dessus de 20, voire 25 degrés. Nous sommes au-dessus des normes saisonnières. Enfin, notre éphéméride pour demain, mardi 2 juin, les heures de lever et de coucher du soleil pour Paris, et la fête de Sainte Blandine, qui, comme vous le savez, en 177 après Jésus-Christ, fut abominablement torturée et martyrisée dans la ville de Lyon. Voilà, et puis tout de suite après ce journal, question de temps avec 2 volets, un reportage sur les coulisses du tournage du dernier film d'Andrei Vajda qui vient de recevoir la Palme d'Or au Festival de Cannes, et d'abord reconstitué par Édouard Laure et Jean-Louis Saporito l'itinéraire des réfugiés cambodgiens des camps de Thaïlande à leur insertion en France. À 23h05, Hervé Claude, et puis demain, Antenne de Midi recevra le chanteur Alain Bachung. Bonne soirée à tous, à demain 20h.